Les structures massives en béton armé du littoral ne fléchissent pas. Elles s'effritent sous l'action combinée du sel et du gel. Sur la côte de la Manche, là où le plateau Picard vient mourir en falaises abruptes, les vestiges d'anciennes infrastructures balnéaires et portuaires témoignent d'un basculement invisible. Ce n'est pas une ruine historique figée, c'est une décompression économique active. En examinant les données de l'INSEE sur les indices de précarité et les taux de vacances structurels, un constat s'impose. La trajectoire des cités littorales du nord de la France ne relève pas de l'accident conjoncturel, mais d'une mécanique implacable de retrait. Quand l'industrie lourde s'est rétractée et que les flux de transport ont pivoté, des pans entiers des territoires se sont retrouvés isolés dans une géographie de l'abandon. C'est l'histoire de villes dont le nom résonne dans les manuels scolaires pour des victoires ou des fastes passés, mais qui, sur les cartes de la précarité moderne, occupent désormais les positions les plus critiques du pays. À l'embouchure de la Somme, la ville de Saint-Valery-sur-Somme et son prolongement côtier incarnent précisément ce paradoxe. Une topographie ensablée où les bassins à flot, construits au XIXe siècle pour sceller l'alliance entre le rail et la mer, font face à un ensablement inexorable que la technique humaine ne parvient plus à endiguer. Les chiffres consignés dans les rapports d'aménagement du territoire révèlent une fracture nette, un taux de pauvreté qui frôle les 22% dans les quartiers périphériques, une érosion démographique constante de 1,5% par an depuis 2 décennies, et plus de 18% de logements vacants ou convertis en résidences secondaires saisonnières, qui restent closes 10 mois sur 12. L'activité ne s'est pas arrêtée d'un coup. Elle s'est vidée de sa substance, remplacée par une économie de passage artificielle qui masque une détresse structurelle profonde. Ce port, qui fut sous le Premier Empire le point stratégique du canal de la Somme pour acheminer les marchandises vers l'intérieur du pays, a vu ses capacités logistiques s'effondrer dès lors que les tonnages des navires modernes ont dépassé le gabarit de ses écluses. Les ingénieurs du corps des ponts et chaussées avaient pourtant calculé les flux d'alluvions avec une précision rigoureuse, concevant des chasses d'eau pour nettoyer le chenal à chaque marée descendante. Mais les modifications anthropiques de la baie, combinées au ralentissement des investissements de l'État après la reconstruction d'après-guerre, ont grippé ce système hydraulique. Le sable s'est accumulé à raison de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par an, bloquant les navires de commerce à l'entrée de la baie et forçant les armateurs à détourner leur flotte vers des ports en eau profonde comme Dunkerque ou Le Havre. Le port de commerce s'est éteint, laissant derrière lui des quais déserts et des entrepôts désaffectés dont la structure en briques rouges s'exfolie sous le vent du nord. C'est dans ce contexte de paralysie technique et d'isolement géographique que les autorités locales, au début des années 1970, ont pris une décision qui allait sceller le destin de la communauté. Engager les derniers fonds publics disponibles dans un projet titanesque de digues, de protection et de poldérisation pour reconvertir les zones humides en terrains constructibles, sans anticiper la dynamique de liquéfaction des sols lors des grandes tempêtes. La décision de poldériser la baie et de figer le trait de côte reposait sur une illusion technique, celle de croire que des enrochements et du béton pourraient contenir durablement l'énergie d'un estuaire. Les rapports du Bureau de recherche géologique et minière montrent pourtant que la sédimentation fine et la granulométrie des sables de la Somme créent des sols instables, soumis à une pression hydrostatique constante. Les ingénieurs des années 1970 ont choisi d'ignorer ces dynamiques pour viabiliser à la hâte des lotissements bon marché, destinés à fixer une main-d'œuvre locale privée d'emploi industriel. Le décalage entre les ambitions des planificateurs et la réalité physique du terrain s'est creusé d'année en année. Alors que l'ancienne cité médiévale et son église fortifiée du XVe siècle reposent sur un éperon calcaire solide, ces nouveaux quartiers populaires ont été relégués sur les bas champs, de vastes plaines alluviales situées sous le niveau des plus hautes mers et protégées uniquement par des digues de galets. C'est ici, dans ces zones de relégation géographique, que la précarité s'est sédimentée de la même manière que le sable dans le chenal. La disparition progressive de la pêche côtière et le démantèlement des lignes ferroviaires secondaires
ont achevé d'isoler cette population. Au début du XXe siècle, le réseau des chemins de fer départementaux de la Somme reliait encore efficacement les ports de la baie au reste de la région, permettant l'expédition quotidienne des produits de la mer et l'accès aux usines textiles de la vallée de la Nièvre. Lorsque la Société nationale des chemins de fer a restructuré le réseau, supprimant les lignes déficitaires pour concentrer les investissements sur les grands axes, la rupture de charge est devenue fatale pour l'économie locale. Les infrastructures ferroviaires se sont transformées en friches, les rails ont été colonisés par la végétation, et les gares de briques ont été murées ou vendues. Le chômage de longue durée s'est installé dans les lotissements des bas-champs, atteignant des taux supérieurs de 8% à la moyenne nationale chez les moins de 25 ans. Les données fiscales révèlent une réalité brutale. Le revenu médian par unité de consommation dans ces secteurs est inférieur au seuil de pauvreté monétaire, plaçant ces quartiers parmi les plus déshérités du littoral français. Les dispositifs successifs de la politique de la ville, les contrats de pays et les subventions d'urgence n'ont agi que comme des palliatifs temporaires, incapables de reconstituer le tissu industriel détruit. L'économie s'est alors repliée sur un modèle dual et profondément inégalitaire. D'un côté, le front de mer historique s'est gentrifié, attirant une clientèle fortunée venue de la région parisienne ou de Belgique, capable d'acquérir les anciennes maisons de pêcheurs pour les transformer en résidences de week-end. Les prix de l'immobilier y ont grimpé à des niveaux aberrants, déconnectés de l'économie réelle de la commune. De l'autre côté, à moins de 2 km à l'intérieur des terres, les commerces de proximité ont fermé les uns après les autres, remplacés par des rideaux de fer rouillés et des enseignes de grande distribution low cost en périphérie. Cette fracture géographique produit un sentiment d'exclusion exacerbé chez les habitants permanents qui voient leur espace quotidien confisqué par une économie saisonnière qui ne leur profite pas. Les services publics essentiels, de la maternité de proximité au bureau de poste, ont reculé vers les centres urbains plus importants comme Abbeville ou Amiens, augmentant la dépendance à la voiture individuelle dans une région où le prix des carburants pèse lourdement sur les budgets modestes. Les digues qui protègent ces quartiers ne se sont plus entretenues qu'au minimum par des collectivités locales asphyxiées financièrement par la baisse des dotations de l'État. Chaque hiver, les coefficients de marée supérieurs à 100 font peser une menace invisible, mais quantifiable sur les habitations construites sous le niveau de la mer, alors même que le réchauffement climatique accélère l'élévation du niveau moyen de la Manche et la récurrence des tempêtes. C'est dans cette configuration de vulnérabilité maximale, où la rupture d'une seule vanne de vidange peut inonder des centaines de foyers, que les capteurs de pression de la digue Nord ont commencé à enregistrer des anomalies de comportement structural alarmantes, indiquant une infiltration d'eau de mer profonde à travers les fondations même de l'ouvrage. L'infiltration d'eau saumâtre sous les fondations de la digue Nord n'est pas une simple défaillance technique isolée. C'est le signal d'un essoufflement global des infrastructures de protection. Les relevés piézométriques effectués par les services hydrologiques confirment que la nappe phréatique littorale subit une inversion de gradient, repoussant l'eau douce vers l'intérieur des terres et saturant les sols d'un biseau salé corrosif pour les réseaux enterrés. Dans les caves des habitations des bas-champs, l'humidité s'installe de manière permanente, rongeant les maçonneries de parpaing et provoquant le décollement des enduits. Les habitants mesurent au quotidien la dégradation de leur cadre de vie à l'odeur de salpêtre et au dysfonctionnement chronique des systèmes d'assainissement individuels, devenus totalement inopérants dans des sols gorgés d'eau. La structure urbaine elle-même se fragilise sous l'effet de ces mouvements de terrain imperceptibles mais continus, qui provoquent des fissures structurelles le long des façades des logements conventionnés construits à la hâte 40 ans plus tôt. Face à cette situation, l'appareil d'État et les instances de planification régionale appliquent une logique de rationalisation comptable qui s'apparente à un abandon programmé. Les budgets nécessaires à une réfection lourde de l'ouvrage d'art dépassent de loin les capacités d'autofinancement de la communauté de communes, tandis que les critères d'attribution des fonds européens de développement régional
privilégie désormais les grands pôles urbains résilients. Le repli des institutions se traduit concrètement par la fermeture de la dernière antenne de la trésorerie publique et la réduction des horaires d'ouverture de la gare d'Abbeville, obligeant les résidents à des déplacements de plus en plus longs pour la moindre démarche administrative. Les rapports confidentiels de la direction départementale des territoires évoquent désormais ouvertement un scénario de relocalisation forcée à moyen terme, un concept technocratique qui désigne en réalité l'expropriation et l'abandon pur et simple des zones habitées les plus vulnérables à la montée des eaux. Cette perspective d'effacement engendre une paralysie économique totale. Plus aucun établissement bancaire n'accorde de prêts immobiliers pour les biens situés dans le périmètre d'exposition au risque, condamnant les propriétaires à l'impossibilité de vendre et piégeant les familles modestes dans un patrimoine dont la valeur marchande s'effondre. Le tissu social se déchire entre ceux qui disposent des ressources nécessaires pour quitter la région et ceux qui restent par obligation, faute de perspective de relogement. Les tensions communautaires s'exacerbent lors des réunions publiques en mairie, où les discours lénifiants sur la transition écologique et le recul stratégique du trait de côte se heurtent à la colère brute des administrés qui refusent de voir leur histoire et leurs sacrifices gommés par décret préfectoral. L'espace public devient le théâtre d'une contestation silencieuse, marquée par l'apparition de banderoles artisanales le long de la route départementale et le boycott des vaines consultations citoyennes organisées par des cabinets de conseil parisiens. Pendant ce temps, les indicateurs de santé publique de la zone virent au rouge, révélant une prévalence anormalement élevée des pathologies respiratoires liées à la salubrité des logements et une consommation de soins de psychiatrie générale supérieure de 14% à la moyenne du département. La rupture n'est plus seulement environnementale ou financière, elle est humaine. À l'approche de l'équinoxe d'automne, alors que les prévisions météorologiques annoncent la formation d'une profonde dépression atlantique, coïncidant avec un coefficient de marée de 108. Les autorités locales se retrouvent face à une équation insoluble: maintenir l'illusion de la sécurité ou ordonner l'évacuation préventive de tout un secteur, actant ainsi officiellement la défaillance définitive des protections de la République. La dépression atmosphérique qui s'abat sur le littoral picard engendre une surcote de 90 cm, propulsant des masses d'eau considérables contre un ouvrage d'art dont les structures internes sont déjà saturées de sel. La cellule de crise réunie à la sous-préfecture d'Abbeville analyse en temps réel les données des marégraphes. La mer ne se retire plus complètement à basse mer, le chenal de la Somme restant bloqué par un bouchon de vase et de sédiments qui empêche l'évacuation naturelle des crues en provenance de l'arrière-pays. Ce phénomène de double poussée, combinant la crue fluviale et l'assaut maritime, met à rude épreuve les vannes de vidange des bas-champs. C'est à ce moment précis que la rupture logique se produit. Les sirènes de la commune ne se déclenchent pas. Pour éviter un mouvement de panique générale au sein d'une population habituée aux alertes orange météo sans lendemain. Pourtant, sur le terrain, les agents techniques constatent l'apparition d'urgence d'eau turbide à plus de 300 mètres en arrière de la ligne de front, signe que le corps de la digue est entré dans un processus de renard hydraulique, où l'eau creuse des galeries internes invisibles à l'œil nu. Les familles confinées dans les habitations à bas, ou des lotissements périphériques, surveillent la montée des eaux depuis leurs fenêtres, sans savoir que les plans de secours d'urgence prévoient uniquement un hébergement temporaire dans le gymnase municipal, une structure elle-même située dans la cuvette inondable. La déconnexion est totale entre la gestion technocratique du risque et la vulnérabilité vécue au rez-de-chaussée des habitations. Alors que le vent de nord-ouest atteint les 110 km/h en rafale, les premiers éléments de la digue de galets commencent à céder sous l'impact répété des lames, libérant des tonnes de sédiments meubles qui viennent obstruer les derniers fossés de drainage encore fonctionnels. La rupture de charge de l'infrastructure est immédiate. Le réseau électrique de moyenne tension disjoncte suite à l'inondation d'un transformateur au sol, plongeant tout le secteur dans l'obscurité et coupant les stations de pompage qui maintenaient artificiellement la plaine au sec.
Les habitants se retrouvent isolés, sans chauffage ni moyen de communication, alors que le niveau de l'eau monte de 10 cm par heure dans les rues transversales. Les forces de gendarmerie et les sapeurs-pompiers, sous-effectifs chroniques dans ce district rural, se heurtent à l'impraticabilité des axes routiers secondaires, submergés sous 50 cm d'une eau saumâtre et glaciale. Le scénario de l'effacement volontaire, redouté depuis des décennies par les analystes des crises d'infrastructures, s'exécute sous l'effet d'une simple coïncidence de facteurs naturels et de renoncements politiques accumulés. Lorsque le jour se lève sur la baie, le paysage a changé de nature. La mer a repris ses droits sur le polder des années 1970, transformant les lotissements en îlots de briques cernés par les boues et les débris marins. Les autorités préfectorales évoquent déjà l'arrêté d'état de catastrophe naturelle comme une solution administrative. Mais pour la communauté locale, le constat est plus sévère. Ce n'est pas une crise temporaire dont on se relève par des subventions, c'est l'achèvement d'un cycle historique où la technique humaine capitule face aux lois de la géographie et de l'économie. La fermeture définitive des derniers accès au quartier est prononcée par arrêté de péril imminent, marquant le début d'un exode silencieux et irréversible pour 4000 citoyens devenus les premiers réfugiés climatiques officiels du littoral normando-picard. Quelques mois après la submersion, le silence s'est installé sur les bas-champs. Un silence lourd qui ne ressemble en rien au calme des espaces préservés. Les expertises d'assurance et les rapports de la Direction générale de la prévention des risques s'accumulent sur les bureaux ministériels, traduisant en graphiques et en tableaux de coûts ce que les habitants ressentent comme un déracinement définitif. Le tracé de la zone noire, rebaptisée zone de solidarité pour atténuer la brutalité du terme, englobe désormais la totalité des lotissements construits sous le niveau de la mer. Pour les 4000 résidents évacués, l'avenir se résume à des dossiers d'indemnisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le Fonds Barnier, qui rachète à l'amiable des habitations désormais promises à la démolition. Les pelleteuses mécaniques n'ont pas encore commencé leur travail. Mais les maisons portent déjà les stigmates de l'abandon. Des lignes de flottaison sombres marquent les enduits de façade. Les jardins sont recouverts d'une croûte de sel grisâtre où la végétation d'origine dépérit et les accès routiers restent barrés par des blocs de béton de 2 tonnes. La ville haute, épargnée par les eaux sur son promontoire calcaire, continue de fonctionner. Maintenant, l'illusion d'une continuité communale pour les touristes de passage qui photographient la baie, sans soupçonner l'existence de la cité engloutie à moins de 2 km de là. Cette dualité géographique, qui séparait autrefois les classes sociales, est devenue une frontière physique infranchissable entre un pôle patrimonial préservé et un espace de relégation définitivement rayé des cartes postales. Les bilans socio-économiques de la région confirment que la perte de ses 4000 habitants permanents s'accompagne d'un effondrement de l'assiette fiscale locale, interdisant toute velléité de reconstruction ou d'entretien des infrastructures survivantes. Les commerces de la périphérie, qui dépendaient de cette clientèle populaire à l'année, déposent leur bilan les uns après les autres, transformant la zone d'activité commerciale en une enfilade de hangars métalliques vides et de parkings envahis par les herbes folles. Les archives départementales de la Somme conserveront les plans du polder de 1970 comme le témoignage d'une époque de confiance aveugle dans le génie civil. Une parenthèse de 50 ans, vite refermée par la dynamique implacable des éléments. Aucun monument officiel ne sera érigé pour commémorer l'effacement de ce quartier, aucune plaque commémorative ne rappellera les efforts des familles ouvrières pour acquérir leur pavillon sur cette ancienne plaine maritime. Les statistiques de l'INSEE intégreront simplement ces données dans les colonnes des flux migratoires internes, diluant la disparition d'une communauté humaine dans la froideur des moyennes régionales. Le littoral normando-picard poursuit sa mutation sous l'effet du recul stratégique. Une doctrine d'aménagement qui consiste à céder du terrain à la mer pour protéger les grands centres urbains situés plus en amont. Saint-Valery-sur-Somme rejoint ainsi la liste invisible des territoires dont l'État s'est retiré par étapes successives.
D'abord en fermant ses services publics, puis en cessant d'entretenir ses digues, et enfin en décrétant l'interdiction d'y vivre. L'histoire de cette frange côtière s'achève non pas sur un cataclysme spectaculaire, mais sur une décision administrative de renoncement, actant la fin d'une illusion technique et le retour des bachans à leur état originel de vasières submersibles. Les projecteurs des médias se sont détournés vers d'autres crises, laissant les derniers exilés reconstruire leur vie à l'intérieur des terres, loin d'une mer qui a cessé d'être une promesse d'avenir pour redevenir une frontière hostile et souveraine.